22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. C'est l'un des plus grands parrains italiens. Oui, il est considéré comme tel. Il était à la terrasse d'un café à Nice. Antonio Lorusso a été arrêté par la section de recherche de la gendarmerie marseillaise. Depuis maintenant 5 jours, les Algériens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. À Marseille, où résident 70 000 ressortissants algériens, cette élection est suivie de près. Après la mairie de Montpellier, Philippe Sorel prend la tête de l'agglo de Montpellier. Le divers gauche a été élu à la présidence du conseil d'agglomération après avoir réussi à réunifier la gauche. Mais tout d'abord, donc, c'est ce qui s'appelle une belle prise. Antonio Lorusso, le chef supposé de la Camorra napolitaine, l'un des plus grands parrains italiens, a été interpellé à Nice hier. Il s'agit d'une opération menée par la section de recherche de Marseille et la brigade de recherche de Nice en coordination avec les autorités italiennes. Sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison, Antonio Lorusso était l'un des hommes les plus recherchés en Europe. Il a été déféré devant le parquet d'Aix-en-Provence en compagnie de son cousin, lui aussi arrêté pendant l'opération. Il a été traqué depuis 2011, en tout cas c'est la date à laquelle les autorités italiennes ont lancé ce mandat d'arrêt. Bien évidemment, pour ce qui nous concerne, nous avons, comme pour beaucoup d'autres cibles, travaillé avec nos homologues carabiniers italiens et c'était devenu une cible chaude, dirons-nous, depuis quelques semaines. Sur la fiche de recherche, il est indiqué appartenance à un gang, à une organisation criminelle, participation à des trafics d'armes, trafic de stupéfiants de nature cocaïne, gestion de maisons illicites, de maisons de jeu et vraisemblablement participation à des homicides. Voilà pour ces propos recueillis par Mélanie Choquet et Jennifer Chenet. Sachez que les deux individus seront présentés demain matin à la chambre d'instruction avant d'être éventuellement remis aux autorités italiennes. Dans l'actualité également, l'actualité économique, gros coup dur pour les salariés de LyondellBasell. Le groupe a annoncé aujourd'hui la fermeture de la raffinerie de Berlétan à l'arrêt depuis début 2012 après l'échec des négociations avec Sotragem. L'offre de la société monégasque ne présentait pas de conditions commerciales acceptables selon la direction de LyondellBasell. La raffinerie employait 370 salariés. En 2012, il en restait une trentaine pour s'occuper du site. Des emplois qui ne reviendront pas sans compter les sous-traitants. À Alès, à présent, le groupe Fayat a été condamné à indemniser 158 ex-salariés des établissements alésiens Richard Ducrot. Le jugement des prud'hommes d'Alès du 21 septembre 2012 est confirmé par la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes. Fayat est jugé responsable de la liquidation de la société alésienne en mai 2011 et doit indemniser les 158 salariés qui ont intenté cette action en justice. Au total, les indemnités pourraient se monter à 10 millions d'euros environ. Le groupe Fayat a l'intention de se pourvoir en cassation. Au chapitre social, toujours la direction de Schneider Electric a introduit un référé contre le siège du site de Fabrègues. Depuis une semaine, une cinquantaine de salariés en grève bloquent les grilles de l'entreprise située dans l'Hérault. Les grévistes jugent les revalorisations de salaire indécentes. La direction a donc déposé au tribunal de grande instance de Montpellier hier un référé contre 3 syndicalistes pour avoir empêché un camion de passer les grilles. Nous laissons rentrer évidemment tout le personnel. D'animosité entre les personnels grévistes et non grévistes. Bon, ça se passe bien, mais bon, la direction ne veut rien entendre. On n'a personne. Ça fait 8 jours que nous sommes en grève. Nous n'avons personne pour négocier. C'est comme ça. Tu signes. Si tu signes pas, ben écoute, tu auras le pire. Il n'y a aucune discussion possible. Il n'y a rien. C'est un blocage total avec ces gens-là. C'est vrai que c'est très dur. Autre titre ce soir avec les élections présidentielles en Algérie. Depuis samedi, des citoyens algériens sont appelés aux urnes. C'est notamment le cas de la communauté marseillaise qui compte 70 000 ressortissants. Pour l'occasion, le consulat d'Algérie à Marseille a loué le hall 3 du parc Chano tout en affrétant des moyens de transport pour faciliter le vote. Sidonie Caneto. Tout est prévu par le consulat d'Algérie à Marseille, même pour les retardataires. Les non-inscrits sur les listes électorales qui se présentent sont automatiquement inscrits
pour les prochaines élections. Tout le monde ne savait pas qui devait être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. On essaye de corriger le tir en les inscrivant directement ici sur ce calepin qui sera transmis au consulat et pour ensuite les inscrire directement sur les prochaines listes électorales qui seront éditées en octobre. 6 candidats dont le président sortant Abdelaziz Bouteflika se présentent. Pour la jeune génération, l'heure est au changement. Moi, honnêtement, pour le changement. J'aimerais bien que ça s'améliore et tout ça, vous voyez, enfin, c'est le but de tout le monde, à mon avis. On veut juste le changement, et le changement radical, Inch'Allah. Malgré qu'on vit en France, mais on a quand même le cœur là-bas en Algérie, donc c'est notre devoir de venir. Pour les plus anciens qui ont connu les heures sombres de l'Algérie, le président sortant, même affaibli, reste le garant de la paix. En tant qu'émigré, je défends mon pays toujours et avec Bouteflika à 100%. La paix surtout. La paix surtout en Algérie, voilà. Et sans Bouteflika, on va revenir certainement aux années que nous avons déjà vécues, les années noires. Mais vive l'Algérie quand même, vive Bouteflika. 60 000 scrutateurs en France mais aussi en Algérie sont en place pour veiller au bon déroulement de ces élections. Résultat attendu demain soir. On ouvre maintenant une page politique. Elle apparaît de plus en plus comme la nouvelle femme forte du Parti socialiste à Marseille. Hier, Samia Ghali a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en prenant des responsabilités dans les instances nationales du parti. Elle a été nommée secrétaire nationale chargée de la politique de la ville et du logement. Elle sera l'une des têtes d'affiche de l'équipe de Jean-Christophe Cambadélis, le nouveau premier secrétaire du PS. On écoute Samia Ghali qui était à Paris. Aujourd'hui, elle est interrogée par téléphone par Franck Chassagnan. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui attend après les postes. Moi, je fonctionne par étapes. J'ai été candidate. La chose qui m'intéressait, la mairie de secteur. Et ensuite, voilà, les choses se sont faites sans que je ne fasse moi-même, en tout cas, la demande, jamais. Voilà. Et je pense que ce qui s'est passé aux primaires et ce qui s'est passé notamment dans les municipales, peut-être que finalement, ils se sont aperçus aussi que Samia Ghali, elle portait une voix qui était une voix du peuple aussi, quoi. Vous savez, de la sincérité, la façon de travailler. Et puis, bon, vous savez, je n'appartiens à aucune chapelle. Je suis dans aucun courant. Je suis pas supportée par personne. Et la seule chose qui m'anime, c'est l'intérêt général et l'intérêt des Français. Après, vous savez, je regarderai ce qui se passe au niveau de la politique gouvernementale et je donnerai aussi mon sentiment. J'essaierai de travailler sur des propositions au sein du Parti socialiste pour que ce soit ensuite, je l'espère, repris. J'essaierai d'apporter ma contribution comme je sais le faire, c'est-à-dire de la manière la plus naturelle et la plus simple possible. Autre homme fort, fraîchement élu maire de Montpellier, Philippe Sorel a été élu hier soir à la tête de l'agglomération de Montpellier. Le divers gauche était le seul candidat. Il succède ainsi au socialiste Jean-Pierre Moore, la gauche qui a su faire taire ses divisions. Olivier Michel. Place dans le public, l'ancien maire de Montpellier, Hélène Mandroux, est venue assister au premier conseil d'agglomération après les élections municipales. Une assemblée au grand complet, 92 élus issus des 31 communes de la collectivité. Objectif de la soirée, l'élection du nouveau président. Après quelques mots du sortant, c'est le doyen Max Lévita qui donne le ton. Le temps des concurrences stériles entre institutions est fini. Il va falloir apprendre à coopérer. Mais d'abord, il faut désigner un patron de l'agglo, un seul candidat, Philippe Sorel, nouveau maire divers gauche de Montpellier. Et le résultat est sans appel. Il va recueillir tous les suffrages, 85 voix sur 85 exprimées. L'épilogue d'un scrutin municipal largement gagné. Cette élection nous a donné une grande majorité. Et les Montpelliérains, sur cette quadrangulaire, nous ont fait confiance. Je remercie les maires, je remercie tous les élus de la communauté d'agglomération qui ont joué collectif sur cette élection en pensant avant tout aux populations des 31 communes de l'agglomération. Donc je trouve que c'est bien. Vous savez, la ville de Montpellier est majoritaire sur cette assemblée et je trouve que leur attitude a été sage. Une sagesse immédiatement récompensée, le nouveau président annonce la couleur sur l'attribution des futures vice-présidences. Je proposerai sur les 15 vice-présidents que la loi nous propose, seulement 5 pour la ville de Montpellier et 10 pour les communes de l'agglomération de Montpellier. De même que je proposerai à une femme
d'être première vice-présidente. Reste la réaction de l'ancien homme fort de la communauté qui reste élu, mais qui cède sa place de président. Serein, en saluant les nouveaux élus des 31 communes et en leur disant ce que j'ai dit dans le propos liminaire, que ça sous-entendait beaucoup de travail, beaucoup de passion et beaucoup de cœur à l'ouvrage, au-delà des formules de circonstances. Voilà. Prochain conseil d'agglo à Montpellier le 22 avril, l'élection des vice-présidents qui recevront leur délégation. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagnon. Manuel Valls a dévoilé ce matin les grandes lignes de son plan d'économie de 15 milliards d'euros. Et la cure d'austérité s'annonce sévère. 21 milliards d'euros seront économisés sur la protection sociale. De son côté, l'État va devoir trouver 18 milliards. Le reste, soit 5 milliards d'euros, sera à la charge des collectivités. Première mesure, le gel des prestations sociales jusqu'en octobre 2015. La revalorisation du RSA décalée d'une année. Le Premier ministre a aussi confirmé la poursuite du gel du point d'indice des fonctionnaires. En revanche, les créations de postes dans l'éducation nationale seront maintenues. Enfin, Manuel Valls a opposé une fin de non-recevoir à Pierre Gattaz. Le patron du MEDEF avait provoqué un tollé en proposant d'instaurer un salaire transitoire inférieur au SMIC. Le Premier ministre a insisté sur ce point. Nous ne remettrons pas en cause notre modèle social, nos règles sociales, notamment le SMIC. Daniel Cohn-Bendit prend sa retraite politique. À 69 ans, le député européen a prononcé aujourd'hui son dernier discours devant le Parlement européen. L'eurodéputé vert a affirmé clairement son adhésion à une Europe fédérale qui représente selon lui l'avenir du bien social. Un avenir où tous les citoyens auront une place, pourront vivre en paix et pourront vivre bien. Le document fait plus de 500 pages. L'autorité de sûreté nucléaire a présenté son rapport annuel. Si dans l'ensemble les installations sont satisfaisantes, l'ASN a relevé des problèmes sur des déchets anciens, la Hague, mal conditionnés à l'époque. Sur les 58 réacteurs du parc électronucléaire exploité par EDF, l'ASN met un carton jaune à plusieurs centrales, celles de Bugey dans l'Ain, de Chinon en Indre-et-Loire et de Civaux dans la Vienne. L'ASN insiste aussi sur le fait de renforcer les contrôles d'installations nucléaires vieillissantes. À cet égard, il est prévu que l'autorisation de l'allongement de vie des réacteurs au-delà de 40 ans n'est pas acquise. Autre information, bref, qui nous est parvenue dans la soirée, Jacques Servier, le fondateur du laboratoire Servier, est mort aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Son nom restera à jamais lié à l'affaire du Mediator, l'un des plus grands scandales sanitaires en France. Il était d'ailleurs poursuivi pour tromperie aggravée. Les parties civiles lui reprochaient d'avoir délibérément menti sur la composition du Mediator, ce médicament largement prescrit comme coupe-faim entre 1976 et 2009 et qui aurait causé la mort de nombreuses personnes.